Voilà. Et donc, bienvenue encore une fois pour ce webinaire sur comment réussir ses 90 premiers jours en entreprise. Donc, les 90 jours, ça fait à peu près 3 mois et en général, ça correspond à la durée moyenne des périodes d'essai, sauf les postes de manager où parfois les périodes d'essai vont jusqu'à 6 mois. Et donc, c'est la période, en fait, la plus critique. Donc, on est excité, on est heureux, on vient de trouver un boulot, parfois après une longue période de chômage. Et on veut tout faire pour ne pas se rater parce que cette période-là est charnière. En fait, on a le poste, mais c'est pas encore gagné à 100% parce qu'on n'a pas encore validé la période d'essai. Et donc, Niel a écrit un livre à ce sujet sur comment réussir sa prise de poste. Et elle va nous partager ce soir, en fait, les clés principales ou les clés essentielles à retenir pour ne pas se rater lors de sa prise de poste. Les choses à faire et les choses au contraire à ne pas faire. Et donc, Niel est universitaire, mais elle est aussi salariée, employée. Donc, ce sont des réalités c'est pas que des connaissances livresques qu'elle va nous donner ce soir, mais aussi des choses vécues du terrain. Et elle est dans le secteur de la finance, et donc elle va nous expliquer un peu, voilà, comment bien prendre le bon virage pendant sa prise de poste. Voilà. Mm. Donc, je te laisse la parole, Niel, pour ajouter Mer- un peu de présentation et puis commencer. Ouais. Merci beaucoup à Rosemary pour l'invitation. Merci à tous de prendre part à cet atelier. Pour me présenter de façon complète, si j'y arrive, hein, parce que c'est un peu l'ère de la transversalité. Donc, je suis universitaire, diplômée en information communication. J'enseigne à la fac en parallèle et j'ai développé une compétence en parallèle de ma thèse doctorat qui fait que ben, j'ai occupé des postes relativement importants. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de l'un d'entre eux que m'est venue l'idée de coécrire ce livre que j'ai donc enfin un livre on va peut-être utiliser le terme plutôt livret, on va rester humble, c'est un livret en réalité et qui est issu d'une réflexion, c'est-à-dire que tous on passe par des expériences professionnelles, on vit des choses et puis on se fait des réflexions et puis in fine soit on tire vraiment des leçons de ce qu'on a vécu, soit on le raconte à d'autres personnes et on ne sait pas. Enfin, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal d'avoir ça en livret, même pour moi. Enfin, je veux dire aujourd'hui, et je le racontais un petit peu à Rosemary en off avant le début de la réunion. Encore aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des situations qui sont pas forcément nouvelles, mais qui gagneraient en fait à étoffer le livret qu'on a coécrit donc avec Serge et Dongo, qui lui est plutôt spécialisé dans la préparation mentale. Donc ça me paraissait intéressant de mettre les deux éléments bout à bout. Donc, comme le disait Rosemary tout à l'heure, ce serait bien que ce soit interactif, parce que ce n'est pas, voilà, c'est pas une conférence où on va dire des choses, il y a des sachants d'un côté et ceux qui reçoivent, c'est vraiment interactif. Parce que j'ai entendu les profils des uns et des autres, c'est assez professionnel, donc ce sont des choses que vous connaissez, qu'on a tous vécues, pour lesquelles on va partager. Donc, évidemment, moi, je vais partager ce que j'ai. Je vais voir si j'ai la main, parce que j'ai un petit support hein, sous les yeux Oh plutôt que oui, vous me je te mets, regardiez. attends, je te nomme co-hôte, j'avais oublié. Voilà. Ok. Tac, voilà. Super. Alors, je Voilà. me mets là. Je vais faire donc partager. I'm gonna see. Donc, ça va être ça. Normalement. Attends, donnez-moi 2 secondes. Je vais faire les choses correctement. Donc, ça, j'ouvre. Je reviens sur notre call à tous. Voilà. Partager. Normalement, là, on est bon. Dites-moi, s'il vous plaît, pour ouvrir Voilà. l'écran. Alors, Ça y est, c'est bon? ça affiche que tu as commencé Voilà, c'est bon. Là, ça s'affiche. Ouais. D'accord. Je vous partage ça parce que voilà, c'est mieux qu'on ait quelque chose qu'on partage comme ça en visuel. Ça c'est la fiche du livret. En revanche, le point de la discussion en fait qu'on va voir là ce soir s'articule. On a fait le choix en fait d'articuler le livret autour de 4 points principaux. L'évaluation en fait des ressources, des compétences, des connaissances, c'est tout ce qui va toucher en fait à la pertinence de votre présence sur le poste. Parce que, disons-le nous, très clairement, on a beaucoup entendu parler du syndrome de l'usurpation, etc.
ou même de l'imposteur, parce que ce sont des choses qu'on entend. Et ça a beaucoup à voir avec le fait de s'évaluer soi-même sur les ressources dont on dispose, nos compétences réelles. Ce sont des vraies questions à se poser. Et ce qui est bien, c'est que ce travail-là, vous le faites de vous à vous, c'est-à-dire que vous n'avez personne en face de vous. Et donc, vous avez plutôt intérêt à être honnête avec vous-même et regarder ce qui demande à être challengé. Je vais prendre un exemple concret puisqu'on est dans des choses concrètes. Je viens sur un poste qui nécessite en fait des interactions continuelles en anglais. Moi, en anglais, il est plutôt intermédiaire. Sauf que ce poste-là, c'est un poste à responsabilité qui engage on va dire l'image d'une structure. Enfin, c'est l'un des premiers groupes bancaires de France. Et donc, je ne peux pas moi imaginer d'aller euh, challenger et surtout superviser des réunions. Je vous donne le contexte total. J'ai en fait à superviser des responsables de conformité à l'étranger sur quatre pays différents qui sont donc anglophones. Moi, mon niveau intermédiaire, je réalise très rapidement, je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Je réalise qu'il va falloir que je prenne un coaching en accéléré, tout ce qu'il faut, mais être opérationnel un petit peu plus que ça. Donc, c'est important au début de la prise de poste, n'attendez pas, je crois, qu'on pointe le doigt sur ce qui ne va pas. Chacun sait. J'étais sur un poste précédent, il y a eu des lacunes, etc. Chacun sait à peu près. Donc ça, c'est le premier point. On va le détailler un peu plus tout à l'heure durant la conversation. Le deuxième point d'attention pour nous, c'était la gestion communicationnelle. Parce qu'en fait, c'est ce qui se joue, hein. Quand on arrive sur un poste, parfois c'est la posture, parfois c'est la façon, en fait, de tenir l'échange avec les personnes en fonction de l'environnement professionnel dans lequel on est. Il va avoir des attentes, en fait, ou alors des lectures de la posture, de la façon de communiquer, que ce soit par mail, etc. Donc, ça nous a paru important de l'indiquer dans le livret, de dire attention, quand on est sur un exercice de prise de poste, il y a donc en outre le point d'attention sur les compétences de soi à soi, si je peux le dire ainsi. Il y a la gestion communicationnelle, avoir conscience que la posture, etc., sont des choses qui vont jouer et donc anticiper, travailler. Tout, en fait, se prépare. On se prépare pour le poste, on se forme, on fait des coachings, etc. Mais pour la prise de poste, en fait, il faut aussi se préparer. La gestion du stress, ça va de soi. Je vous apprends rien quand on est sur un nouveau poste, comme le disait Rosemary tout à l'heure. Ça fait des mois qu'on cherche un emploi, ou alors des années. En tout cas, ça fait une période beaucoup trop longue. Et une fois qu'on est sur le poste, il y a vraiment le stress d'être suffisamment bien, le stress de ne pas perdre ce poste-là, etc. Donc, il y a un moment donné où il faut se poser et avoir les bons outils pour raisonner ce stress-là. On va en parler tout à l'heure. Et enfin, ce que je vais vous proposer, ce sont des outils d'auto-évaluation qu'on a insérés dans le livret, mais qui peuvent tout à fait évoluer. L'idée ici, c'est que ces outils d'auto-évaluation qu'on met à disposition, je partagerai, vous pourrez prendre des captures d'écran, c'est pas très gênant, ou alors on vous enverra après l'échange si vous le souhaitez, c'est que ce soit enrichi de votre côté. Parce qu'en fait, là, on n'est vraiment pas sur une démarche, on va dire, de sachant absolu, parce qu'on ne sait jamais vraiment dans l'absolu, mais ce qu'on a pu glaner, ce qu'on a pu observer au fil, en fait, des différentes expériences personnelles, professionnelles, on l'a inséré dedans. Puis n'hésitez pas, si vous avez une question à un moment ou à un autre, de m'arrêter, et de me poser la question, j'y répondrai avec plaisir. Donc là, les évaluations ressources compétences, c'est plutôt une démarche de questionnement, d'auto-questionnement, vous avez compris, c'est vraiment de vous à vous. Donc les questions qui peuvent être utiles pour évaluer ces ressources, etc., c'est déjà de quelles ressources vous disposez. Quand on parle de ressources, à votre avis, ce serait quoi? Comme ça, spontanément, vous arrivez sur un de vos postes. Vous avez la parole. Vous pouvez même le mettre dans le chat, hein, si vous pouvez pas ouvrir le micro. Mais à votre avis, sur une évaluation de situation, vous arrivez, c'est la prise de poste, et on s'interroge sur les ressources dont on peut disposer, ce serait quoi? Il y a pas de bonne réponse, c'est vraiment votre expérience personnelle, professionnelle, on est d'accord. Je dirais, j'ai vu que, voilà, vas-y, coach Anne-Marie. J'ai vu que tu as ouvert le micro. Moi, j'allais dire peut-être des documents qui nous sont mis à disposition lors de notre prise de poste. Typiquement, par exemple, enfin, je donne un exemple. Oui, Là, je viens de prendre un poste en communication et parmi les outils qu'on m'a donnés, c'est par exemple comment ça s'appelle? La charte graphique de l'entreprise. Voilà. Savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en termes de
de visuels, etc., etc. Et ça peut être une ressource, un exemple de ressource, par exemple. Absolument. Absolument. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait Oui, réagir, il me oui. semble. Coach Anne-Marie? Oui, bon, moi je pensais déjà aux compétences avec ces écrits-là. Donc déjà ce qu'on a comme aptitude qui est renforcée également par l'expérience. Mais je pensais également au relationnel, Hmm. c'est-à-dire les contacts stratégiques qu'on a, sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir réussir la prise de poste. Exactement. Sur les ressources, c'est l'information hein, qui est l'élément clé. Hein, les éléments. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je ne sais pas si ça vous est arrivé, parfois vous pouvez vous heurter à cette difficulté-là d'accéder à la bonne information. Ou alors vous allez avoir des informations qui, au fil de l'eau, vont s'avérer pas exactes ou à compléter, etc. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Je pense que les entreprises aussi devraient s'intéresser un peu plus à l'intégration, mais vraiment à un module sur l'intégration, parce que très souvent, ce n'est pas forcément organisé. Vous vous débrouillez avec les collègues, donc vous allez avoir des informations qui sont plutôt à compléter, qui ne sont pas très claires ou alors qui se révèlent pas exactes pour être euphémiste, non l'euphémisme, pardon. Donc, les ressources sont importantes. Il vaut mieux identifier le plus rapidement possible parce qu'en fait, mine de rien, vous avez 3 mois. 3 mois, ça passe très vite. Sur d'autres postes, il y a 6 mois. Mais vous allez réaliser en fait qu'en fonction de la densité de l'activité sur laquelle vous êtes, ça passe très vite. Donc, ayez un point d'attention sur les ressources clés dont vous avez besoin pour entrer pleinement dans votre poste, pour être totalement à l'aise, pour le prendre en charge, j'ai envie de le dire, voilà, pour le handle vraiment, pour vous l'approprier. Voilà le mot qu'il me faut. Donc, cherchez la bonne information. N'hésitez pas à aller vers les uns les autres. Souvent, on est un peu frileux ou on ne sait pas si on va marcher sur des œufs, etc. Mais en fait, vous allez être évalué. Hein, même si on vous le dit pas, vous allez être évalué. On va se demander au bout de 2, 3 mois où est-ce qu'elle en est, etc. Et souvent, moi, je vous le dis, c'est sur la base d'expérience. Sur des postes, par exemple, la responsabilité où les gens sont un petit peu, pardon, mais limite de limite, vous avez des informations qui sont dissimulées, malheureusement, ou on ne vous les donne pas spontanément si vous ne les demandez pas, sous une certaine forme, etc. Donc, c'est un point d'attention qui n'est pas négligeable d'avoir vraiment accès aux ressources, comment dire, incontournables pour pleinement rentrer dans votre fonction, pour pleinement, en fait, prendre en charge votre poste. On est toujours sur l'évaluation des ressources. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai toutes les ressources dont il faut que je dispose pour être pleinement dans mon poste, pour faire exactement ce qu'on me demande et pour être à l'aise, en fait. Ensuite, les compétences, évidemment, ça, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Je vous donnerai les outils un petit peu à la fin, mais se poser la question, si vous êtes sur un poste qui nécessite une expertise sur un outil comme Excel, ben, plutôt que d'attendre que ça vous tombe dessus, que 15 jours en réunion, ça sert à rien de croiser les doigts, de faire un jeûne pardon. Mais honnêtement, regardez la réalité en face où vous avez une lacune quant à l'utilisation de l'outil Excel. Vous le savez. Vous savez que le poste sur lequel vous êtes, vous allez avoir besoin quand même d'utilisation plus ou moins aguerri ou plutôt modéré d'Excel, formez-vous. Donc ça, c'est pour les compétences, mais il n'y a pas que. Donc chacun essaie de faire une démarche à son niveau là-dessus. Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Je fais ça pour vous passer rapidement le document pour qu'on entre dans la conversation, parce que c'est là qu'on va se dire aussi des choses intéressantes. Quelles sont mes connaissances? Ça rejoint les compétences. Quelle est ma personnalité? Alors, la personnalité, vous avez forcément dû le remarquer, en fonction des postes sur lesquels vous êtes, on va attendre une certaine attitude. Il n'est pas question ici de vous complètement, comment dire, de vous dissimuler ou alors d'être faux dans votre façon d'être, mais il s'agit de s'adapter aux exigences professionnelles. Je prends un exemple très simple dans le cadre du secteur bancaire, par exemple, en fonction des milieux dans lesquels vous êtes, des strates, j'ai envie de dire, si vous êtes à l'accueil, c'est autre chose. Je connais davantage d'autres métiers. Le relationnel est important, la discrétion est importante, l'aspect purement professionnel, enfin, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, il y a une attente quant à votre personnalité professionnelle. Donc, faites quand même un point là-dessus, puisqu'il y a des personnes qui se ratent sur des postes. Et enfin, je vais pas vous faire non plus l'ange, hein. Moi, je sais qu'il y a des postes sur lesquels aussi, je me suis plus ou moins ratée, soit volontairement, etc., parce que je ne suis pas rentrée dans les codes, en fait, qui sont attendus. Parce que ça ne me convient pas, etc. Donc, il faut être clair avec ça pour réussir sa prise de poste. Est-ce que je suis dans ce qui est attendu? Je vous prends un exemple, hein, parce que quand je balance comme ça, etc., j'étais hors cadre, ça peut être un petit peu hors sol. Je suis sur un poste, c'est la banque CACIB. CACIB, c'est la filiale en fait investissement de Crédit Agricole. Et j'arrive sur un poste qui est un peu moins capé, mais en réalité, c'est toujours de très belles expériences.
Donc là, j'arrive dans une équipe où la moyenne d'âge est quand même très très jeune, même s'il y a des gens un peu plus âgés. Et en réalité, avec le temps, je m'aperçois que la manager elle-même est plutôt à l'aise avec des profils un petit peu, pas obéissants, mais vous voyez, voilà, il y a des attentes qui sont un peu particulières. Donc moi, je sais qui je suis, je sais par rapport à ma personnalité, comment dire, à mon background professionnel, jusqu'où je suis capable d'aller. Et en réalité, je savais que sur ce poste-là, il valait mieux pas que je reste, puisque ma personnalité ne matchait pas avec ce qui était attendu. Ce qui était attendu, c'était plutôt un environnement presque, pas enfantin, mais pas loin. D'accord? Donc, je prends vraiment des exemples pour être dans le concret, mais il est important d'évaluer très rapidement l'environnement dans lequel vous êtes pour que votre personnalité professionnelle, j'entends, donc il n'est pas question de se brider, de changer sa personnalité profonde, c'est de bien faire une lecture très claire de la situation dans laquelle vous êtes pour vous adapter, parce que ça joue, en fait. Malheureusement, heureusement, ça joue. Quels sont mes centres d'intérêt? Bon, ça, c'est de vous à vous. De plus en plus aujourd'hui, Rosemary, tu me diras si n'hésite pas à me rattraper. Vous avez des structures qui sont très à fond sur le fait de vendre un environnement de travail davantage que la tâche, par exemple. C'est-à-dire que Google, par exemple, va créer un environnement de travail plutôt adapté ou dans lequel on s'éclate quand on est un geek, etc. Donc, on va vraiment créer tout un univers autour de votre poste. Donc, quels sont vos centres d'intérêt? Ça, c'est important parce que si vous êtes dans une entreprise qui va plutôt mettre en avant certains éléments et que vous êtes un peu en déphasage, je ne dis pas non plus de quitter l'entreprise, mais c'est important de faire un point là-dessus. Donc, ce sont des éléments qu'on a identifiés. À la fin, comme je vous ai en écran et que je ne vois plus le bout, je vous laisse dire le bout. Ce que j'appelle le bout, c'est la fin, en fait, là, Le du dernier, graphique. c'est les motivations. Quelles sont mes motivations? Yes. Ouais. Alors ça, c'est fondamental. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tellement fondamental pour tenir sur un poste. Pourquoi est-ce que vous êtes sur ce poste-là? Est-ce que c'est une question financière? Il vaut mieux être au clair, en fait. Parce qu'au début, on va se dire, bah, finalement, moi, ça me va bien, même si c'est pas forcément bien payé, je prends une expérience. Parfois, oui, c'est sincère. Mais si ce n'est pas profond, si ce n'est pas, ça vient pas de quelque part, de nourri, vous pouvez très, très, très vite vous retrouver face à un mur ou une limite. Je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, moi, je me suis posé la question, on s'est tous posé la question. Le poste, je prends un exemple concret, je reste toujours dans le concret. Je me retrouve donc sur un poste qui est très intéressant, ok? C'est une grosse structure. Le salaire est vraiment très intéressant également, mais j'ai un problème et que j'ai regardé en face et j'ai vraiment pris une décision là-dessus. C'est que j'ai des horaires de travail parce que c'est exigeant, c'est comme ça, c'est comme ça les postes à responsabilité, où je démarre tôt le matin parce qu'on a des décalages horaires avec d'autres pays et je termine quand j'ai terminé à 19 heures, j'ai terminé tôt. D'accord? Sinon, pour bien faire mon boulot, il faut que faut que je termine à peu près à 21h, 20h30, 21h moins. Donc, le temps de rentrer chez moi, c'est... Donc, j'ai quand même regardé la réalité en face en me disant, là, honnêtement, je ne suis pas certaine d'avoir envie de vivre ça sur le long terme. Donc, pour vous dire l'issue de cette affaire, j'ai décliné la proposition de CDI qu'il y avait à la clé ou d'autres raisons, etc. Mais principalement aussi, enfin, en tout cas, cette raison-là faisait partie du lot. Donc, je crois que c'est important, quand on est sur un poste, on se projette sur le long terme, de regarder, mais de vous à vous. De vous à vous, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et voilà les quelques éléments sur l'évaluation des ressources, les compétences, les connaissances qu'on a énumérées et qu'on a partagées dans ce livret-là. Est-ce que quelqu'un veut réagir, partager une réaction? Une expérience ou même un bémol, hein, de dire, bah, attends, Niel, là, je suis peut-être pas d'accord. Moi, je serais heureuse d'entendre ça Je aussi. vois une main levée. Yes, C'est Noélie. Oui, Noélie. Noélie. Et alors, merci Aniel, merci pour... c'est très intéressant ce que tu partages. Euh, alors, c'était juste un complément, c'était de dire que ça demande vraiment une certaine maturité sur son profil professionnel. Et puis, enfin, au-delà de la maturité, le courage de prendre des décisions personnelles, parce que souvent, on se retrouve sur des postes qui cochent 3 sur 4 de nos cases, mais que la quatrième est peut-être une case fondamentale, comme tu disais tout à l'heure, je me retrouve à 21h dehors, je rentre à la maison à 22h pour partir tôt le matin. Je n'ai pas l'impression de faire autre chose que ce travail dans ma vie, et à long terme, ça va m'épuiser. Mais, mais ce travail me donne un super bon salaire,
me forme, m'augmente les compétences, hein, parce que souvent ce genre de travail, quoi qu'on dise, parce qu'il est usant, il te forme. C'est un peu le mauvais côté des travaux, des postes qui usent, c'est que bizarrement, ils te forment aussi. On est d'accord. Donc, ouais, donc pouvoir se dire je décline, ça demande un courage professionnel qui n'arrive que souvent dans la deuxième partie de sa carrière. Parce qu'au début, Mm. ils sont rares les jeunes profils qui sont capables de dire je décline. Après, la génération d'aujourd'hui, hein, les 18-25 ans d'aujourd'hui ont plus ce courage-là, puisqu'ils sont moins dans la sécurité Mhm. que les autres profils. Mais je dois quand même dire que ça demande un certain courage. Ça demande vraiment de bien se connaître et de bien se dire que bah, je décline parce qu'il y a certainement un autre arrêt de bus qui va arriver. Et je peux le dire aujourd'hui, après quasiment 20 ans de carrière, que clairement, c'est progressivement que j'arrive à ce genre de conclusion. Mm. Et je ne sais même pas si arriver à ce genre de conclusion, pour moi, ce serait facile à appuyer sur le bouton en disant bah, j'appelle la RH, je décline. Je me souviens, par exemple, c'est pour donner juste un exemple, je me suis Ouais. retrouvée, quand je me mariais, je changeais de poste en juillet. Je me suis mariée en novembre et en fait, j'étais bien en période d'essai, sauf que quand ils ont découvert que je me mariais en novembre, c'était en contrôle de gestion, clairement, ça a fait un tilt. Et en plus, je venais sur un poste où à l'intérieur, ils avaient une alternante à qui ils avaient refusé le poste pour remplacer sa copine. Donc, il y avait toute une équipe qui était liguée contre cette nouvelle personne qu'on ne connaissait pas et qui venait prendre ce poste, ce cher et beau poste. Et même la fille qui partait aurait voulu que ce soit l'autre qui la remplace. Donc, une atmosphère délétère. Ensuite, une atmosphère dans laquelle on fait des heures et une atmosphère dans laquelle où on n'est pas dans une démarche où les femmes qui viennent de se marier, un bébé derrière, tous ceux de l'équipe, ils avaient entre 18 et 25 ans. Enfin, et moi, Mm. j'avais 30 ans. Donc, je démarrais ma vie et j'ai bien vu les mois passant que c'était quelque chose qui les embêtait. Et c'était la première fois où j'ai eu ce courage sur mon profil en disant, je vais faire les heures que j'ai besoin. Pas Mhm. plus, pas moins. Si on me vire, je suis virée. Mm. Ça n'a pas loupé. Ils m'ont convoquée en me disant que j'ai fait beaucoup de choses, mais pas assez pour les convaincre et que je crois et puis qui mettait fin à ma période d'essai. Ouais. Et donc moi, je suis partie me marier, je suis revenue et les un mois qui restaient, eh ben, je les ai bien faits. J'ai pas mis un arrêt maladie ou quoi. J'ai continué à faire Mhm. comme j'avais décidé jusqu'à la fin, à la troisième semaine de janvier. Mhm. Quand je pars, le chef me convoque dans son bureau. Il me dit, j'ai été très surpris par ta posture. Tu es resté très professionnel jusqu'au bout. Limite, il me découvrait maintenant qu'il m'avait viré. Sur le départ. Mais je prends cet exemple parce que pour moi, ça a été. Et puis, je pense que c'est parce que je me mariais, j'avais donc tout un environnement de projet derrière, positif, qui faisait que je puisse prendre ce type de. Je ne sais pas si dans un autre environnement, j'aurais pu prendre ce type de. C'est pas facile. C'est pas facile. Totalement. Mais je pointe ça parce que franchement, même des personnes qui ont 30 ans de carrière ont du mal Mm. à se dire, je lâche la sécurité et je me choisis en fait. Ce point que tu dis est très très intéressant, Mm. surtout dans des prises de poste, parce que dans des prises de poste, tu as négocié, il y a eu plein de choses, il y a eu des entretiens, il y a eu plein 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 de trucs. Là, tu arrives sur le truc et tu te rends compte que ce qu'ils ont vendu, c'est pas vraiment ça. Et tu dois Mm. faire un choix. Parce que eux, ils pensent qu'ils te jugent, mais toi aussi, tu te juges. Bien sûr. Dans ce que tu dis, Niel, c'est que toi aussi, vous observez. C'est un gagnant-gagnant qui doit sortir. Mais c'est ce qui se passe en réalité dans une relation professionnelle, il me semble, hein. Là, c'est vraiment, on sort du livresque, on reste vraiment sur du vécu et on le retranscrit. Moi, ce que je retiens là, et c'est vrai, c'est toujours un certain niveau d'expérience qu'on peut se permettre, mais alors, c'est vraiment à titre personnel à nouveau. Il faut quand même, dans un cadre professionnel, ce que je fais, en tout cas, prêter une attention réelle à mon équilibre personnel.
Parce que comme vous le savez, personne n'est irremplaçable, hein. Ce n'est pas parce qu'on se rend malade, etc., qu'on rentre dans des choses que l'entreprise vous sera redevable pour l'éternité et qu'ils vont éviter ou s'abstenir de vous mettre à la porte s'il y avait un besoin de le faire. Moi, je pars de ce point-là, en fait, parce que c'est une réalité. Donc, quand on entre dans une entreprise, à nouveau, c'est pas du tout une vérité absolue. On observe l'entreprise, on se demande si on veut rester là, et donc les autres en face se demandent s'ils veulent bien vous garder, et il y a quelque chose à faire. Donc oui, je suis d'accord avec vous, parce que voilà, qu'on ne se connaît pas encore, je Aurélie. vois. Je sais pas si on se situe vous. Je suis d'accord hein, sur le fait de dire que c'est vraiment un certain niveau de maturité, mais vraiment, moi, le fil conducteur, c'est, on va dire, son équilibre personnel. Chacun a le droit de choisir comme il le sent. Mais je fais attention à un équilibre professionnel et personnel. Donc, s'il y en a un qui domine l'autre, etc., bon, si vous arrivez à dominer le côté personnel, il faudrait nous dire un petit peu comment vous faites, ça peut être pas mal. Mais si le professionnel domine, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe et qui, si on n'y prête pas attention assez rapidement, nous explose à la figure, c'est ce qu'on appelle le burn-out à la fin. Ce Ah, sont mais des choses qui... je partage, hein, je vais peut-être je partage bien, très, très bien, hein, ce point de vue, Agnès, hein. C'est plus même Hmm, pour dire, en fait, que il faut bien, enfin, aux autres, que c'est ce que tu dis, et on peut se tutoyer d'ailleurs, hein. Ce que tu d'accord. dis est très, c'est très important. Faut vraiment bien l'entendre parce que, avec du recul, on se rend compte que, alors, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que il Mhm, faut toujours choisir l'équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est super important. C'est Mhm. là où tu y mets ton énergie. Mais par contre, je voudrais aussi dire qu'il y a des saisons de la vie mhm, où l'un va prendre plus d'importance que l'autre, mais c'est un choix. C'est parce que c'est un choix mhm. assumé et ça doit Mhm. rester une saison. Alors, c'est peut-être ça que je dis, Mhm. ouais. Mm. Très Mais, intéressant, très mm. intéressant, ouais. Non, mais il faut se connaître. Il faut se connaître, savoir ce qui Mhm. compte vraiment. Et enfin, il n'y a pas de bonne réponse pour tout le monde, il faut se connaître. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une amie à qui je partageais évidemment spontanément ce que je suis, etc. On est vraiment voilà, dans des échanges très close. Et elle m'a dit en fait que pour elle, même si l'emploi n'était pas extraordinaire, ce qui était important, c'est que cet emploi-là garantissait une stabilité pour pouvoir prendre soin de sa famille, parce que donc le lien était là. Donc il y a des personnes qui ont cette lecture-là aussi. Donc voilà. Et moi je l'entends et je crois que ouais, c'est à entendre. Mais au début, pour une prise de poste, pour être tranquille et pour que voilà, ce sont des éléments que qu'on met à contribution pour la réflexion ensemble. Donc, si vous êtes d'accord, je continue rapidement parce que je pense que la conversation va être assez longue. Ça, c'est un slide que j'ai partagé très rapidement. Si vous n'arrivez pas à le lire, dites-le moi, s'il vous plaît. C'est un peu les aspects communicationnels que vous connaissez déjà en fait. Je vais pas revenir sur si vous avez besoin que je commente sur l'animation de réunion, c'était un focus très rapide. Mais en réalité, j'aimerais attirer votre attention davantage sur la partie droite de l'écran. Je sais pas si vous aussi c'est à droite, c'est plutôt là en fait. Ok, les différents moments clés de la communication professionnelle où vous allez construire votre relation, vous allez avoir quel genre d'interlocuteur en face de vous, quelles sont les parties prenantes, quels sont les adjuvants, j'ai envie de dire. Ça peut arriver que vous ayez des adjuvants en fait sur un poste. Et là, on arrive vraiment pile dans la question qui était relevée tout à l'heure. Je ne sais plus très bien qui en parlait. Oui, je pense que c'est Noélie. Sur le climat de travail. Vous allez avoir un climat qui peut être tout à fait particulier, désagréable, etc. Vous mettez les mots que vous voulez, mais c'est vraiment sur le relationnel que ça va se jouer, sur votre communication que ça va se jouer. On prend les pieds dans le plat, vous êtes dans un environnement qui va être pas loin de la toxicité et vous devez quand même rester au maximum objectif. Sur ce point, moi j'ai monté pendant un moment, près d'une année à peu près, une petite capsule que j'ai appelée le mot juste. Et à travers cette capsule, mon idée, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'était de partager un petit peu les situations conflictuelles au boulot et comment les challenger par le biais d'une communication apaisée. Vous entendez ce mot un peu partout, ça fait mot bateau, mais en réalité, et c'est une expérience, on partagera à nouveau, j'aimerais aussi vous entendre, hein, ce sont des éléments qui ont la capacité, mais vraiment de désamorcer des situations à la limite du drame en entreprise. Donc, j'attirais l'attention sur l'attitude et la communication. Ça, ce sont des choses qui vont de soi, vous le savez déjà. Construire sa relation, avoir des alliés, etc. D'accord? C'est bon, voilà. Ça, par exemple, penser au contact visuel. Bon, ça, c'est des choses que vous savez. Hein, je reprends des trucs tout à fait su. Quel genre d'interlocuteur, interlocutrice êtes-vous?
Ça, c'est important. Parce qu'une fois que vous avez un environnement qui est un peu complexe, je ne sais pas si vous, par exemple, quelqu'un d'autre aimerait partager, est-ce que vous, vos environnements de travail sont plutôt sains, tout se passe bien? Oui et non, hein. C'est euh, Mhm. c'est un peu spécial. Enfin, je vais après laisser la parole à Coach Anne-Marie, mais alors à la fois c'est comment dire le milieu diplomatique, donc où les échanges peut-être sont feutrés, les gens sont polis, etc., etc. Mais il y a des sourdes luttes et des sérieuses luttes en sous-main. Donc c'est pas toxique parce qu'il y a personne qui est. Enfin, j'ai travaillé déjà dans des environnements toxiques. C'est pas toxique, mais Mhm. c'est pas non plus le pays des bisounours, quoi. Ouais. Les gens sont très polis, très trucs à l'extérieur, mais il y a quand même des sacrés conflits, des conflits de personnes, des, des collègues qui s'entendent pas. Enfin, il y a tout ça à la fois. Coach Anne-Marie, vas-y. Bon, en fait, tu as dit quelque chose là, ce que je voulais dire. Donc, en fait, l'environnement, c'est, même comme ce sont des adultes, il y a toujours parfois des comportements qui, qui paraissent souvent enfantins, des gens qui ne se parlent pas pour, quand tu creuses, tu ne comprends même pas le fond du problème. Des gens qui disent, bon, on a fêté l'anniversaire de l'autre, à mon anniversaire, on n'a pas cotisé comme il fallait. Bref. Donc, c'est souvent des tiraillements qui, parfois, vraiment, suscitent des questions. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, on reste focalisé sur ce pourquoi nous sommes là, hein. Donc, c'est ce que je vais dire. Mm. Eh bien, écoutez, moi je vous rejoins totalement, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes dans des environnements pas forcément chauds-froids, mais parfois ça peut aller, ça peut prendre quand même des tournures un peu particulières. Moi, pareil, j'ai connu des environnements qui étaient pas loin de la toxicité, et je le dis, hein, c'est toujours le même mécanisme que j'ai. Quand j'observe que je n'ai pas la compétence pour challenger une situation, je fais en sorte de l'acquérir à peu près. Donc, dans une situation où je me suis retrouvée avec une manager qui était à la limite, enfin, elle est très toxique, puisqu'elle a réussi à faire mettre en burn-out une personne qui était là avant et qui était dans la boîte depuis très longtemps, hein, qui était juste en train d'attendre un petit peu de partir à la retraite. Mon réflexe a été d'appeler justement Serge qui a coécrit ce livre avec moi. Je l'ai appelé à la rescousse. J'ai pris donc un coaching pour travailler ma gestion émotionnelle parce que j'avais affaire à quelqu'un. Il fallait rester sur le poste. Ben, il fallait trouver les outils pour prendre en charge ces situations-là que je ne connaissais pas, je découvrais. Donc, pour revenir sur la partie de la communication, on viendra sur la gestion de stress, même si on ne parle pas vraiment de la gestion émotionnelle dans le fond, parce que c'est un sujet qui est assez complexe. Mais vous l'aurez compris, il y a aussi des éléments autour de la gestion émotionnelle, parce que évidemment, vous allez réagir à une situation. Généralement, les personnes, les autres en face, ont fait quelque chose, mais on réagit en fonction de ce qui est à l'intérieur de nous et de ce qui a été touché aussi. Ça, c'est un autre chapitre que je vais pas aborder ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on discutera. Donc, je reviens à nouveau sur je reviens sur le focus communication. Vous avez la petite bannière que je vous laisse lire. Je ne vais pas faire la lecture pour pas faire non plus trop long. Donc, je disais là sur la droite, les trois éléments, synchroniser son attitude, etc. Ça va de soi. J'attire la Ah, alors, je pense. Ah non, voilà, elle est de retour. C'est les aléas de la connexion en Afrique. Voilà, tu es de Aïe, aïe, retour. aïe. Je Voilà, suis de alors, retour? voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Oh oui, tu es de retour. Voilà, ça a duré 2 secondes. Ouais. Est-ce que vous avez l'écran? Non, on n'a plus l'écran par contre. Non, Alors, je non. vais reprendre. Je vais me remettre en partage. Donc, ce que je disais, c'est les situations dans lesquelles on se retrouve, en fait, généralement, qu'elles soient conflictuelles, etc. Il y a une partie, évidemment, hein, qui est le fait des interlocuteurs en face de nous, et il y a une autre qui est très dépendante de qui on est et de comment on réagit à ces situations-là. Donc, on n'en était pas à la gestion du stress, on en était à ça. Donc, quel interlocuteur vous êtes? Identifiez vos forces, c'est important. Donc, j'ai un outil à la fin hein, que je partagerai avec vous. Identifiez vos forces.
Reconnaissez vos lacunes, ça on en a déjà parlé. Quel genre d'interlocuteur êtes-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui savait vous faire entendre? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui savait garder l'attention? Est-ce que vous savez faire passer un message, etc. Ce sont des questions qu'il faut se poser pour ensuite être un petit peu plus à l'aise. J'aimerais juste faire une parenthèse sur les situations un peu conflictuelles. Pardon, hein, vous me direz oui, non, je commence à faire moi-même le monologue, mais in fine, moi, vraiment, en observant un peu les situations professionnelles dans lesquelles je me suis retrouvée, l'un des éléments qui permet de garder un petit peu la tête froide dans tous ces environnements, que ce soit toxique ou pas du tout, j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, que c'est garder un peu d'objectivité. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, avoir quelqu'un qui remet tout le temps en question votre travail, qui vous donne l'impression que votre travail n'est pas tout à fait bien fait. Avant de réagir ou d'utiliser une communication qui va être houleuse, moi, j'ai tendance à penser, en observant, on le partagera un peu plus tard, là, dans les expériences et les situations, que l'objectivité est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui vous fait des remarques sur votre travail, vos résultats, etc., on ne dit pas elle n'a pas un mauvais fond, on ne dit pas que l'intention n'est pas malsaine, ça peut tout à fait arriver, mais parfois, si on reste simplement focus sur le précédent, qui nous a bien fait voir l'intention pas tout à fait saine de la personne, on peut perdre de vue le peu d'objectivité qu'il y a dans la remarque, en fait, ou dans les demandes. Donc, l'un des éléments, à mon avis, pour les situations un peu complexes comme ça, c'est vraiment d'essayer de rester objectif. Cette personne ne m'aime pas, à chaque fois que je présente, il y a toujours quelque chose qui va pas, etc. On se remet en question 2 minutes, on regarde un petit peu si on fait les choses correctement, etc. Et si on est vraiment sûr que c'est bien fait, là, on peut s'interroger sur ce qui se passe, mais avant tout, quand même, rester un petit peu objectif. C'est mon expérience personnelle, je me suis retrouvée sur des cas où je me suis dit, OK, je reste objectif. Et en fait, quand tu travailles sur des éléments qui n'allaient pas, même si la personne est plutôt à un mauvais fond, ben voilà, le propos est un petit peu différent. Donc, faire attention aux qualités en communication, c'est important, que ce soit à l'écrit ou même à l'oral, parce que une fois que vous vous retrouvez dans un contexte qui n'est pas forcément agréable tout le temps, votre communication même écrite peut laisser apparaître certains éléments. Moi, je l'ai vu, vous l'avez aussi vu dans des échanges de mails, c'est obligé. Dans les échanges avec des équipes où ça va pas, on sait qui n'aime pas qui, etc. Mon conseil pour la prise de poste, restez objectif, restez professionnel, peu importe la situation, et faites attention à vos qualités en fait d'interlocuteur dans des situations qu'elles soient complexes ou plutôt même agréables. On peut se laisser en fait aller. Si on a un collègue plutôt agréable, on peut vraiment se laisser aller, mais on est sur la prise de poste. Et le conseil, c'est vraiment de pas perdre de vue cet aspect-là. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Si vous avez une question, vous me le dites. Sinon, comme vous avez dû le voir, on a quelques slides encore à partager. Mais le focus sur l'animation de réunion, c'était vraiment pour des personnes qui en ont besoin, parce que c'est vraiment quelque chose pour tous les profils. Mais si vous avez besoin qu'on en parle, on pourrait en parler à un autre moment ou à la fin. Mais vraiment, les éléments, voilà, c'est cela. Faire attention à son attitude dans la communication, construire sa relation, être cohérent dans sa communication et puis faire attention à bien regarder en face vos lacunes, les points sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer et vous reposer aussi sur vos forces parce qu'on en a toujours, on n'a pas que des lacunes. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir là-dessus rapidement? Ok. Alors, la gestion du stress. On a parlé de la communication, etc. Mais en fait, la prise de poste induit aussi des moments de doute, de questionnement, etc. Surtout si vous avez un CDI. Enfin, je prends l'exemple du CDI parce que c'est vraiment le Graal pour lequel beaucoup de personnes voilà, ça s'arrachent les cheveux. Si vous avez un CDI et que vous avez 2 personnes, 3 personnes en période d'essai, évidemment que le stress va être à son comble, ou pour d'autres raisons, mais généralement, c'est des situations que j'ai observées. Et je vais vous dire une chose, à vous dire oui, mais voilà. Quand je me suis retrouvée dans une situation où j'ai eu l'impression que j'étais mise à, comment dire, dans une espèce de concurrence avec une collègue pour un CDI, très généralement, j'ai levé le pied spontanément. Je dis pas de faire pareil, mais pareil, je prête vraiment attention à l'équilibre, au respect, etc. Et le management qui va avoir tendance à vous faire courir vraiment comme la carotte, etc. Pour moi, c'est à titre personnel, ça ne fonctionne pas. Mais vous avez un stress à gérer, donc on en parle un petit peu. Initialement, le stress, c'est a plutôt une fonction, en fait, on va dire positive, puisqu'en fait, elle vous fait passer un message, pardon, vous fait passer un message suivant lequel ce que vous faites est important. Généralement, c'est pour ça qu'on a du stress. Si c'est pas important, une situation n'est pas importante, un enjeu n'est pas important, on n'est pas stressé.
on stresse parce qu'il y a une importance dans la situation, dans l'enjeu, etc. En l'occurrence, la prise de poste. Donc, ça va être une réponse qui va être physiologique et qui va permettre, en fait, la mobilisation d'énergie. Ça, je vous laisse lire à nouveau. Et en fait, dans le contexte professionnel, il va y avoir une incertitude de l'avenir. Ce sont des éléments qui vont réveiller, en fait, le stress. Vous allez avoir un rapport avec la hiérarchie aussi, si on peut faire un focus là-dessus, vous me permettez. On peut se retrouver face à une hiérarchie qui nous fait stresser en fonction des demandes, de comment, en fait, vous avez l'impression, c'est toujours une question d'impression, hein, on vous perçoit, etc. Qu'est-ce que je peux dire, grosso modo, sur la gestion de stress? Même si c'est pas vraiment mon métier, vous l'avez compris, j'ai travaillé avec une personne spécialisée en préparation mentale, mais évidemment, cet aspect-là, je m'y intéresse de plus en plus, continuellement. Ce que je peux dire, généralement, sur la question du stress, il y a des éléments qui vont être plutôt d'ordre, on va dire, factuel, liés aux faits. Et puis, vous allez avoir des éléments et c'est vraiment la partie la plus importante. Vous allez vous en rendre compte à la fin, enfin, même vous, là, aujourd'hui, professionnellement, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous rendez compte, en fait, vous allez stresser. Vous êtes raconté des scénarios très sombres qui ne sont jamais arrivés, qui ne sont jamais réalisés. Donc, vous avez une partie qui va être liée au fait. Évidemment, vous êtes sur un poste important, il y a des challenges, il y a des résultats, il faut être à la hauteur du poste. Ce sont des faits. Et puis, vous allez avoir une partie qui va être irrationnelle. Ce sont des parties liées à la peur. Donc, sur les éléments liés à la peur, vous avez des outils, évidemment, je partagerai un peu plus tard. Et vous avez aussi un questionnement qu'on vous propose, en fait, d'adapter. Donc, si c'est plutôt en rapport avec la hiérarchie, il y a la partie un peu, enfin, soit elle est peu compréhensive, ça peut arriver. Il faut l'identifier aussi, quelles sont les raisons et comment est-ce que vous les abordez. Franchement, on en parle. Est-ce que c'est plutôt un rapport avec la hiérarchie qui va être dévalorisante? Arrêtons-nous là, si vous le voulez bien. Le sentiment de dévalorisation, on va le dire comme ça peut être évidemment induit par l'attitude de la hiérarchie, mais pardon, ça a beaucoup à voir aussi avec, on va dire, l'estime de soi. Ça, c'est vraiment une parenthèse qui est importante à ouvrir sur la prise de poste, puisqu'on a parlé du syndrome d'imposteur, on a parlé de pas mal de choses. Le fait qu'on ait l'impression que la hiérarchie, je vous parle d'impression parce que je vous disais tout à l'heure, il y a un aspect euh, factuel. Vous avez des personnes qui, dans les échanges, c'est factuel. Vous vous rendez bien compte que c'est dévalorisant l'échange que vous avez avec la hiérarchie. Et vous avez une partie irrationnelle aussi. On va s'occuper de la partie irrationnelle parce que c'est celle sur laquelle on peut agir. L'autre en face, on n'y peut rien. Si les personnes sont malsaines, si les personnes sont peu bienveillantes, etc., vous n'y pouvez rien. Ce sur lequel vous pouvez travailler, c'est vraiment la partie irrationnelle. Et donc, l'irrationnel sur l'aspect des valorisations, etc., ça a beaucoup à voir avec l'estime de soi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd, quand on est dans une posture où on a peu d'estime de soi? Là, je vous passe un petit peu le micro. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations au boulot où vous avez eu des parenthèses ou même des courtes périodes où vous avez eu l'impression que vous n'étiez plus, enfin, à la hauteur, enfin, vous perdez vraiment une espèce d'estime de soi, en fait, une confiance en vos compétences professionnelles? Oui, Non? Personne? si, ça m'est arrivé sur Si, mon si, si. avant-dernier poste, où j'avais comme ça enfin, j'étais à cheval sur deux unités et un des deux managers avait tout le temps des retours négatifs. Et même quand je faisais un bon travail, qui était apprécié par tout le monde, tu sentais que ça lui faisait du mal tu vois, c'est comme si c'était Mmh, physiquement, tu sentais qu'elle souffrait de dire que genre j'avais fait un bon travail en fait. mmh, Et tellement, et c'est un poste d'où je suis partie parce que je me disais que c'est un moment ça commençait je me disais qu'à la longue, ça allait mmh, commencer à saper justement ma confiance en moi, mon estime de moi. ouais. On a beau se connaître, on a beau, voilà, être, comment dire, dans le développement personnel, quand on a que des retours négatifs, effectivement, il faut être objectif et analyser ce qui peut être vraisemblable et ce qui est juste, ce qui relève juste de la mauvaise foi. Mais je me disais que dans cet environnement-là, j'allais pas pouvoir, comment dire. En fait, je voyais que ça commençait à même éroder mes performances, en fait. Parce que je sais pas, Eh bien oui. tu peux pas performer dans un truc où tout le monde, enfin, on fait que te critiquer, que te dénigrer, que te minimiser. Donc là, j'ai Mmh. préféré partir.
Voilà, Oui, c'est une petite d'accord. observation. Coach Anne-Marie, Effectivement. tu as ton micro ouvert. Oui, justement, je rebondis sur le point en disant que euh, quand on évolue dans un environnement négatif où ce qu'on fait n'est pas reconnu parce que on peut effectivement être dans sa période d'essai et on est en train vraiment de s'intégrer, de prendre la main. Ça dépend des responsabilités. Mais si en face, on ne reçoit, on ne nous sert que des, 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 des paroles négatives et que surtout sont peut-être notre cercle rapproché, peut-être nos proches. On ne bénéficie pas aussi de leur soutien moral parce qu'on peut Hmm. recevoir ces paroles-là et on les absorbe, on les garde pour soi. Et puis ça Ouais. commence à susciter des interrogations qui parfois n'ont même pas lieu d'être. Mais Ouais. si derrière on bénéficie du soutien de nos proches, peut-être on partage et c'est peut-être ton époux, je sais pas, ta soeur qui va te dire non, en fait, tu sais pas ce que tu es. Et puis ça va nous réveiller que non, en fait, le problème est ailleurs. C'est pas que Hmm. je suis pas compétente ou bien je suis nulle, c'est pas ça, mais le problème est ailleurs. Donc si on ne bénéficie pas également du soutien de nos proches, là, ça va vraiment nous détruire, en fait. Totalement. Tout ce que vous avez vécu, moi je l'ai également vécu et c'est pour cette raison, voilà, qu'on met sur la table ces éléments et qu'on discute ensemble et qu'on s'enrichit, hein, mutuellement. Là, par exemple, sur la gestion du stress. Pour une prise de poste, quelques éléments identifiés dans le contexte professionnel, en rapport avec la hiérarchie, en rapport avec les collègues, et même dans un contexte personnel, puisqu'on est capable de se créer du stress. Pour revenir sur la question sur laquelle je vous interrogeais, pour la dévalorisation, etc., le sentiment de dévalorisation, on va pas nier, hein. Il y a des situations où c'est complexe, où c'est très très complexe. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas, je vais pas, à nouveau, vraiment ma démarche n'est pas de dire voilà ce qu'il faut faire, parce qu'en réalité dans les échanges interpersonnels, si quelqu'un a la clé lui définitivement correcte, il nous la donne. C'est toujours vraiment au fil de l'eau, c'est au fil des expériences qu'on réajuste. Mais ce qui est intéressant avec ce genre d'échange que l'on a à travers ce livret et d'autres formats d'échange, c'est d'être préparé au maximum. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans une situation qu'on découvre. Moi, je prends un exemple, hein. Ce livret, pardon, on l'a fait il y a 5 ans en arrière. Et il y a pas longtemps, je me suis retrouvée dans une situation, mais extrême extrême. Et c'est parce que je me suis souvenue de ce qu'on avait fait que j'ai pu plus ou moins gérer la situation. À nouveau, je ne suis pas forcément le bon exemple quand je pars des postes, etc. C'est parce qu'en réalité, j'ai plusieurs cordes à mon arc et que j'ai aussi la posture de ne pas me laisser marcher dessus. Enfin voilà. Donc ça, c'est à titre personnel parce que j'ai un parcours professionnel qui me permet de le faire, mais je suis consciente que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Revenons donc sur lequel on peut se mettre à peu près d'accord tous. Sur la dévalorisation, évidemment, on fait son accompagnement, pardon. On travaille sur soi. Et quand on se retrouve très impacté par l'opinion des autres, il y a nécessairement quelque chose au fond de nous qui est touché. Pourquoi est-ce qu'on est touché autant? Pourquoi est-ce qu'on est bousculé autant? Ça, c'est les questions qu'on se pose quand on est dans un accompagnement. Ceux qui ont déjà fait du coaching sur la vision personnelle savent ce que c'est. Donc, pour l'échange qu'on a là de façon circonscrite, je vous invite en fait à avoir un peu ce réflexe-là. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'aborder une situation qui présente toutes les caractéristiques, hein, de la dévalorisation, etc. C'est beaucoup plus facile de l'aborder quand on a réglé, quand on a identifié d'abord à titre personnel ce que ça touche et qu'on sait répondre à ça. Je vais vous dire à nouveau un exemple en ce qui me concerne. J'ai un doctorat, je travaille pardon, j'ai mon parcours scientifique en parallèle que je développe en même temps que je travaille en entreprise. En entreprise, je n'utilise pas du tout le doctorat pour me positionner. Le diplôme que je mets voilà en avant, c'est le master. Donc, je me retrouve dans des environnements qui sont évidemment très intéressants, mais par rapport à moi, à titre personnel, mon exigence intellectuelle, parfois je m'ennuie, par exemple, d'accord? Et il s'est trouvé que pendant un long moment, je vivais très mal certaines situations, certaines observations de la part de la hiérarchie, etc. Même si c'était fondé, même si je dirais pas mon mal-être, mais mes interrogations étaient fondées, il y avait quelque chose que je n'avais pas résolu. Et je m'en suis aperçue, et je me suis assise avec moi, je me suis dit, Niel, on va s'asseoir et puis on tire ça au clair, en fait. Tu ne peux pas avoir un problème avec des personnes que tu identifies comme étant pas qu'elles sont pas compétentes, mais en fait qu'elles te demandent des choses qui sont incohérentes parce que tu remets en question, en fait, même intérieurement, tu remets en question certaines choses, même si c'est pertinent cette remise en question,
mais ce n'est pas ce qui t'est demandé par rapport à l'attente de ce poste. Donc c'est ça le vrai sujet. Et je vous le dis, ce syndrome-là, je sais pas comment je vais l'appeler, a duré pendant longtemps et ça crée vraiment un mal-être. Donc du coup, ça pouvait ouvrir des conflits parfois en entreprise, même s'ils n'étaient pas tout à fait des conflits clairement établis, mais au moins un conflit intérieur et qui faisait que bah, j'étais pas forcément épanouie sur certains postes. Ça, c'est en ce qui me concerne. Donc la dévalorisation pouvait venir du fait que j'avais peut-être des tâches ingrates, ou peut-être que je n'étais pas forcément mobilisée sur ce qu'il fallait, ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas suffisamment reconnu, ou alors l'échange n'était pas fluide, il y avait quelque chose qui ne se passait pas. Mais quand ça ne se passe pas sur un poste la première fois, deuxième fois, troisième fois, on s'assoit quand même, comme on dit, là on prend la culture africaine. Il y a un proverbe africain qui dit que quand on rentre dans une maison, on te dit, toi, ton pied est tordu. Tu sors de la maison en question. Tu vas dans une deuxième maison. On te dit, toi, ton pied est tordu. Bon, au bout de la troisième maison, c'est peut-être que ton pied est tordu. Donc, je me suis dit, Niel, il y a quelque chose que tu dois vraiment prendre en considération. C'est ton rapport à la demande, au fait que, il y a un conflit qui se crée, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Tu te sens peut-être pas à ta place, tu te sens pas valorisé, ou il y a quelque chose qui ne se passait pas. Et ce truc qui ne se passait pas, c'est que je continuais d'être sur des postes, non pas je vous dis pas que les postes n'étaient pas du tout, comment dire, intéressants, c'est pas le sujet. C'est que, à titre personnel, j'attendais quelque chose de plus exigeant intellectuellement et j'allais le demander où c'était pas du tout le lieu, en fait, de le demander. C'était mon problème à moi, il fallait que je le résolve, c'était pas aux autres de le résoudre. Et donc, ce truc-là que je créais malgré moi, cette tension au fond de moi, et même dans l'interaction professionnelle, bah, j'étais aussi responsable, je vous le dis. Il y a des moments, c'était, de façon objective, il y avait des choses qui venaient des autres. Mais ces choses qui venaient des autres étaient amplifiées à l'intérieur de moi parce que j'avais déjà ce truc-là qui n'était pas résolu. Donc, je me suis dit, Niel, on va résoudre ça. Donc, je me suis arrêtée. C'est la raison pour laquelle, sur le dernier post, c'était général. Je le relis gentiment. Je ne continue pas parce que j'étais justement dans cette réflexion. Je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Il faut que je sois au clair avec ce que je veux vraiment faire. Donc, pour la prise de poste aussi, je crois que ça peut être intéressant de se poser la question sur le côté des valorisations, etc., ou les attentes vis-à-vis de la hiérarchie, on veut être protégé, etc. Qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Qu'est-ce qu'on a nous-mêmes au fond de nous comme sujet, on va pas dire problème, comme sujet, et regardons-le en face pour atténuer le stress qui va être engendré par les interactions avec la hiérarchie. Donc, en ce qui me concerne, je partage, voilà, ce truc-là, je me suis assise et j'ai compris qu'il fallait que je règle ça. Donc, aujourd'hui, j'ai ouvert une autre porte professionnelle. Je sais pas où ça va me mener. Je me donne tous les moyens. Mais je sais maintenant que j'ai identifié ce sujet. Je sais maintenant qu'en revenant sur un poste, s'il fallait que je revienne sur un poste de ce type-là, j'aurai la paix parce que je sais c'est quoi le problème et que ce n'est pas aux autres de le régler ce problème et que je l'ai résolu en fait. Je sais que, voilà, si j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement, d'être reconnu intellectuellement, il faut que je fasse autre chose à côté et que ça complète ce truc-là. Et je n'attends pas ça du regard des autres. Donc, il y a parfois une démarche personnelle à faire sur certains éléments. Je dis pas que on peut tout résoudre comme ça, mais il y a certainement une démarche personnelle à entreprendre sur les questions d'interaction avec la hiérarchie, avec les collègues, etc. Donc, c'est pareil, enfin, avec les collègues, vous avez toutes les situations possibles, hein. Que ce soit le fait voilà, de la bienveillance qu'on attend, etc. Pourquoi est-ce qu'on attend autant de bienveillance? Est-ce que c'est vraiment légitime de l'attente des autres? C'est une question que je mets sur la table, on pourra discuter plus tard. J'ai 3 slides encore et après c'est fini. Et puis le contexte personnel, voilà, c'est l'irrationnel. On a des peurs irrationnelles. Je raconte pas le nombre de scénarios catastrophes que je me suis fait dans mon existence sur des choses qui ne sont jamais arrivées. Donc gardons un peu de rationalité dans ce qu'on fait, restons objectifs. Ce sera jamais parfait, les autres ne sont pas non plus là nos anges, etc. Mais si on arrive, à atténuer un petit peu le côté voilà conflit ou stress créé par des attentes trop importantes, etc. ou le côté dévalorisation, etc. On peut arriver à atténuer un petit peu son stress en prise de poste. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce que je propose, comme j'arrête pas de dire à chaque fois il me reste 3 slides, si vous avez quelque chose là sur cet élément, gardez-le. Et on en parle à la fin parce que je n'ai plus grand-chose à partager, on est à la fin. Donc ce sont les outils dont je parlais tout à l'heure.
On partagera si vous le souhaitez. Ce sont des outils d'auto-évaluation. Parce qu'une fois qu'on s'est dit toutes ces choses-là, bah, qu'est-ce qu'on fait, Niel? Bah oui, c'était très intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir des outils que vous gardez, vous, sous le coude et que vous regardez. Ça vous permet justement cet effet miroir-là de dire, bon, voilà, est-ce que sur ce point, je suis plutôt à l'aise? Est-ce que je challenge quel aspect? Donc vous avez certainement la vision full. Moi, je l'ai pas full parce que je sais pas bouger ça. Bah, ça, je peux le monter là. Oui. Et ça, est-ce que je peux le bouger? Voilà, super. Donc, faire un point sur votre capacité à comprendre des enjeux du nouvel emploi. Ça, vous pouvez tout simplement, hein, c'est des échelles, c'est des propositions d'échelles, mais vous pouvez les réadapter, d'accord? L'idée, c'est que vous vous appropriez ces outils-là. Votre capacité à comprendre les enjeux de votre nouvel emploi, c'est important pour vous-même. Au bout d'un moment, vous dites, bon, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça va pour la prise de poste? Donc, identifiez vos lacunes si on n'a pas arrêté d'en parler. Les réponses sur la mobiliser lors de conflits ou autres difficultés. On a abordé tout à l'heure le sujet sur l'environnement toxique. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pris un coaching? Est-ce que vous avez discuté avec quelqu'un, etc. Comment vous avez géré ça? La sollicitation de votre background, par exemple, dans la prise de poste. Est-ce que tout ce que vous savez faire, je sais pas pour vous, de plus en plus aujourd'hui, on a un public de personnes qui exercent dans des secteurs d'activité qui n'étaient pas en fait des secteurs dans lesquels ils se sont formés initialement. Mais on a un background. Est-ce qu'il est mobilisé sur le poste? Est-ce qu'on arrive à le mobiliser, etc. Donc c'est vraiment des outils qui, suivant vous, hein, votre parcours personnel, professionnel, peuvent être étoffés. OK? Donc, dans la peau d'un évaluateur également, on vous a mis quelques éléments là. Donc, si vous le souhaitez, vous n'avez juste à faire la demande, on vous les enverra. OK? Et puis après, vous avez votre petit bilan personnel avant que vous n'ayez votre N+1 qui vous emmène dans votre salle, vous dit, bon, alors, où est-ce qu'on en est, etc. Faites votre petit bilan, où est-ce qu'on en est, c'est acquis, pas acquis, etc. Donc, ça, c'est pour le premier outil. Je vais au dernier slide pour évoluer, mais si vous avez besoin que je revienne là, n'hésitez pas à me le dire. Et le dernier slide, s'il veut bien m'obéir, puisque j'ai l'impression que c'est plus le cas. Voilà. Donc celui-ci, ce sont un peu les exemples de situations qu'on avait, nous, comment vous dire, qu'on avait recensées pendant qu'on faisait le livret. Mais je disais tout à l'heure à Rosemary que ça s'est encore étoffé. Donc on va faire un update de tout ça. Donc origine, là par exemple, à propos des consignes. Ce sont des situations qui peuvent arriver. Vous avez quelqu'un en entreprise qui vous donne une consigne et puis à la fin, vous vous retrouvez avec quelque chose que vous avez exécuté et puis on vous dit que ce n'est pas ça. Oh non, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Moi, je sais pas si moi, ça m'est arrivé. Je vous laisserai la parole tout à l'heure, mais moi, ça m'est arrivé et je peux vous dire que c'est quand même assez particulier. Vous avez l'impression, en fait, que c'est vous qui êtes stupide, que vous savez pas faire votre travail, que vous n'avez rien compris et parfois que vous êtes, en fait, pas à votre place quand on vous fait ce genre de coup. Donc, là, sur cet exemple, nous, on est allé sur l'identification de l'origine. Est-ce que le temps d'échange pour la consigne qui a été indiquée a été approprié? Est-ce qu'il est inapproprié? La conséquence, donc vous passez des heures pour un rendu qui est inutile. Si vous n'avez pas l'information appropriée, si vous n'avez pas organisé l'échange, si vous avez une demande, par exemple, vous avez une consigne qui est émise par mail, hein, est-ce que le mode d'échange par mail est suffisant pour avoir toutes les informations? Est-ce que un call, est-ce que une mini réunion rapide avec la personne n'est pas la plus adaptée? Ce sont des éléments, en fait, des points d'attention, à mon avis, que vous devez peut-être avoir quand vous êtes sur une prise de poste. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous dit, oui, bon voilà, t'inquiète pas, demande à Émilie de t'envoyer ça. Est-ce que c'est suffisant pour que vous ayez tous les éléments de la consigne pour avoir un rendu efficace et éviter justement la situation où on vous dit c'est pas du tout ce qu'on vous avait demandé? Donc, alors, bon, la vie gestion émotionnelle, c'était un autre élément. Et puis après, la vie communication, faites confirmer la consigne. Quand vous êtes sur une demande à propos d'une consigne qui n'est pas adaptée, vous allez avoir évidemment la case émotion. Vous avez pris une semaine, vous avez pris un mois. Je ne sais pas pour vous, sur la gestion de projet, vous montez un projet, vous prenez un mois, vous bossez sur un rendu, et on vous dit que le livrable que vous avez mis là lors de la réunion de rendu n'a rien à voir avec ce qu'on vous a demandé. Je dis émotionnellement, qui ne serait pas à la rue en fait? Vous voyez? Donc il y a un aspect sur la gestion émotionnelle à anticiper. Ce sont des situations qu'on met comme ça sur la table pour que vous essayez d'anticiper et au moment de la prise de poste, on ne vous le souhaite pas. Si ça arrive, vous aurez quand même anticipé un petit peu. OK? Donc après, vous avez tous les autres éléments, hein, les différents temps, les différents tests, etc. Je vous rends la parole parce que j'ai beaucoup parlé.
Et si vous avez besoin, je vous le disais tout à l'heure, qu'on revienne sur un élément ou un autre, n'hésitez pas. Donc voilà, à vous la parole. J'arrête le partage et je reviens vers vous pour entendre ce que vous avez à dire aux réactions. Alors, d'abord, merci Niel pour ce partage, c'était vraiment très intéressant. Et voilà, bah, maintenant, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous voulez réagir sur un aspect ou l'autre, ou si vous avez une, euh, une question. C'est ça. En fait, sur l'histoire des, je rebondis sur l'histoire des consignes pas claires. En fait, ça m'est déjà arrivé, mais en fait, parce que j'avais l'impression que ma manager elle-même ne savait pas ce qu'elle voulait, en fait. Et donc, Hmm. il y a un travail qu'elle m'a fait refaire, je sais pas combien de fois, mais Ouais. elle-même, elle savait pas ce qu'elle voulait, en fait. Et c'est vrai que c'était vraiment, c'était hyper agaçant. C'est hyper- C'est-à-dire, elle savait ce qu'elle voulait pas, mais elle savait pas ce qu'elle voulait. Donc, elle savait Et pas me ouais. donner des consignes claires, mais quand le travail était présenté, c'était jamais ce qu'elle voulait. Donc, c'était vraiment Hum. chouette. Je vais laisser en partage Oui. le dernier slide là sur les situations. Je vous le dis, il y en a tellement. Oui, il y a Anne-Marie qui Ouais. lève la main. Anne-Marie? Vois-tu Yes. Anne-Marie? Oui, bon, ma question est la suivante. C'est vrai qu'on a parlé, euh, on a parlé plus dans le cadre du CDI, mais moi, je veux savoir Oui. si on est si on est dans le cas de figure d'un poste de consultant, parce que là, Oui. c'est pas la même configuration. Ça peut être un poste pour une durée de 6 mois. Donc là, on n'aura pas la période d'essai, on n'aura pas tout ça, mais il y aura quand même des attentes. Donc, dans ce cas de figure, véritablement, quels sont les éléments sur lesquels il faut rapidement travailler pour que, non seulement au niveau de la posture, au niveau de ce qu'on attend de nous, des livrables et tout ça, qu'on puisse réussir sa mission. Hmm. Alors, ça tombe bien Mhm. que la question soit posée comme ça, parce que moi, enfin, là, sur le dernier poste, j'étais consultante. Donc, il me semble quand même que les éléments se rejoignent. C'est-à-dire que quand on parle de CDI, c'est un peu l'enjeu, hein. On parlait de CDI pour les faits un peu en jeu, où on se dit, quand on a un CDI, c'est un peu le Graal, on peut, dans l'environnement, en tout cas, européen, mais je pense que même nous, ici, en Afrique, ça permet après d'être stable, de plus chercher de boulot, etc. Mais même en tant que consultant, puisque le sujet d'un consultant, c'est d'être efficace et puis de laisser en fait comment dire une bonne impression au client et d'être recommandé. Parce que quand on est consultant 6 mois, ben l'intérêt c'est quand même de continuer à bosser. Si vous ne bossez pas chez ce client-là, il peut tout à fait vous recommander chez un autre, etc. Et donc ça, ce sont toujours les mêmes éléments qui sont évalués. C'est votre capacité à rentrer dans le sujet de la demande qui vous est faite, parce que là, vous travaillez sur le sujet qui vous est, enfin voilà, on vous fait une demande d'action temporaire, mais vous bossez à côté à moins que je ne prends, vous bossez à côté d'autres salariés, par exemple, de l'entreprise, dans ces cas de figure. Pardon, j'ai pas bien compris la question. Non, ce que je dis, c'est que un consultant dans une entreprise, ok, il est consultant. Quand vous êtes consultant, est-ce que vous venez d'une entreprise qui vous positionne là-bas en tant que consultant chez le client, ou alors vous avez démarché le client et vous êtes arrivé, c'est quoi la configuration, par exemple? Bon, en fait, la question, c'est plus pour les postes de consultants des Nations Unies qui circulent là. C'est vraiment, voilà D'accord. vraiment c'est le cas de figure, oui. D'accord, ok, très bien. Ok, c'est bien de préciser. Donc, je pense que Rosemary va aussi renchérir parce que c'est un domaine dans lequel elle est à l'aise. Mais pour faire l'élément de réponse très précis, à mon sens, peu importe le format du contrat dans lequel on est, le sujet est toujours le même, c'est-à-dire qu'on est retenu sur la base de nos compétences pour en fait remplir une mission. C'est une mission le boulot sur lequel on est. Donc sur cette mission-là, on attend de voir que la personne on n'a pas fait un mauvais casting en fait, que la personne est effectivement, c'est ce qu'elle a dit sur son CV et que tout se passe bien. Donc, pour que tout se passe bien, au-delà des compétences, il y a effectivement la capacité de s'intégrer dans l'équipe qui vous reçoit en tant que consultant.
Donc, il y a des éléments en fonction là du secteur donc très particulier des Nations Unies, donc que je vais repasser la main à Rosemary. Il y a certainement des attentes sur la posture professionnelle. On parlait de la personnalité, ce qui peut être attendu. Et il y a très certainement aussi le relationnel. Donc, s'il y a une hiérarchie, qu'est-ce qui peut être attendu? Faire attention à sa communication. Ce sont des éléments, à mon avis, qui peuvent se recouper. Simplement, l'enjeu n'est pas le même. Vous êtes consultant, vous faites votre mission, ça dure 1 an, ça dure 3 ans, etc. Peut-être que ce serait bien que vous marquiez positivement les esprits pour qu'on vous reveniez une prochaine fois sur une mission de consultanat qui va durer plus longtemps, etc. Mais humblement, j'ai tendance à penser que les éléments qu'on mobilise là pour la prise de poste, aussi bien en entreprise qu'ailleurs, peuvent être pertinents, en tout cas peuvent être mobilisés. Maintenant, les situations que je décris là, elles sont à étoffer, hein. Chacun a fait l'expérience de beaucoup de choses. Donc, c'est remplir ça, ces outils-là, par exemple, vous les remplissez dans le cas de figure où je tombe sur une collègue qui m'a giflé, qu'est-ce que je fais, etc. Enfin, l'idée, c'est d'anticiper au maximum les situations, de voir comment on les résout, pour qu'une fois, quand on est en poste, on ne soit pas surpris et qu'on ne rate pas, en fait, sa prise de poste parce qu'on n'aurait pas vu un truc, alors que bon, voilà, il y avait quelques outils, quelques situations qu'on aurait pu plus ou moins simuler, mais qui nous permet, une fois un peu préparé, d'éviter la catastrophe, si catastrophe il y a. Voilà, je te passe la main, Rosemary, pour répondre un peu de façon plus Oui. détaillée sur le... Ouais. Après, effectivement, ce que tu disais, Niel, il y a des choses qui sont universelles, hein. La prise de poste d'un consultant ou la prise de poste d'un, la consultance, c'est que une modalité juridique, mais ça reste un poste avec des attendus. Donc, ça reste une mission avec des attendus qui sont normalement clairement identifiés au début de ta mission. Quand tu es Mm, consultant, on te recrute pour faire, peut-être une tâche particulière ou gérer un projet en particulier. Par exemple, j'étais à la FAO, j'étais consultante et on m'avait embauchée à titre principal pour mm, réaliser certains produits de communication. Donc, c'était ça ma mission en tant que consultante. Et mhm, j'étais bien sûr évaluée avant tout sur ça. Mais mhm. j'étais comme dans le fonctionnement quotidien, c'est pas écrit que je suis consultant sur ma tête. Donc, je dois m'intégrer dans l'équipe, je dois participer aux réunions. Là, surtout, c'était un projet interagence. Donc, je dois participer aux réunions, je dois m'intégrer dans l'équipe qui m'a recruté, je dois bien m'entendre avec ma chef qui m'a recruté, je dois bien m'entendre avec les collègues, je dois travailler en bonne collaboration aussi avec les membres des autres agences, parce que là, c'est un projet interagence. Donc, il y a il y a beaucoup de relationnels. Je pense qu'il y a certaines postures aussi. Il y a aussi dans la posture des choses qui rassurent sur la compétence ou qui rassurent sur la maîtrise du poste. Des petites actions, des petits livrables, des petits quick wins, comme on dit, enfin des trucs rapides que tu peux faire au début de la prise de poste pour rassurer la personne qui t'a c'est-à-dire ne pas donner tes premiers résultats au bout de 6 mois de contrat. Mais c'est-à-dire, il y a des trucs dès les premières semaines, dès les premiers mois, on peut voir que oui, ben Anne-Marie, elle est efficace et on a bien fait de la recruter sur ce poste. Et, euh, et voilà, mais comment dire, dans les fondamentaux, ça reste comme une prise de poste de salarié, hein. La Mm. consultance, c'est juste une modalité contractuelle comme une autre, en fait. Ça change pas, ça change pas sur le fond. Et avec ces quick wins là, en fait, du coup, je pense, du coup, on m'a confié aussi d'autres missions qui rentraient pas forcément dans la consultance, mais qui Bon. allaient dans le bon fonctionnement quotidien du service. Et ça, c'était typiquement une marque de confiance que voilà, les personnes étaient contentes et rassurées de mon efficacité et ont pu me confier ces missions-là. Totalement. C'est vrai que comme ça, souvent sur des postes, on va vous demander une mission un petit peu ponctuelle qui a l'air un petit peu décalée de ce qu'on a l'habitude de faire. Parfois, c'est pour tester, voir où est-ce qu'on peut positionner la personne.
etc. Ouais, complètement. Je vais partager 3 situations. Je regardais un petit peu là, comme vous le constatez, il est toujours en construction parce que les situations, en fait, je me suis vraiment nourrie de mon expérience personnelle hein, pour mettre ces éléments-là et il faut les updater. Mais il y a 3 éléments, enfin il y a 3 situations que je regarde et je me dis bah tiens, je vais quand même en parler avec vous rapidement. Celui-ci, je sais pas si vous le lisez correctement, je vais le lire pour vous. Difficulté d'accès aux informations stratégiques. Ça peut arriver dans une prise de poste. Là, concrètement, l'origine, difficulté liée à un contexte particulier, type crise sanitaire. Donc ça, c'était vraiment ce que j'ai vécu. Ok, tout le monde est en télétravail, c'était très nouveau. Donc on ne s'est pas forcément encore fait passer toutes les informations, mais vous êtes sur un poste qui nécessite en fait de mobiliser, de faire des comptes rendus, de faire des résumés de situation, etc. Là, sur ce poste, je vais en fait monter, enfin des comptes rendus, mais surtout des éléments décisionnaires, on le dit comme ça pour le COMEX, quoi, le comité exécutif de Crédit Agricole, comme ça je le dis, c'est fait. Je veux dire, c'est beaucoup de pression. Si t'as pas toutes les infos, il faut que tu condenses un échange qui a été porté par un document de 30 pages. Il faut que tu fasses un mail de 2 paragraphes. Parce que le DG, en fait, lui, il lit pas le ton de 30 pages. Toi, t'as fait ta réunion, etc. Donc, si t'as pas toutes les informations qui te permettent de comprendre le contexte, t'es un peu bloqué. Donc, les préconisations sur la partie communication, qui est la mienne, c'est quand même organiser des échanges avec chaque personne ressource. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on arrive sur un poste, on a un peu peur. On se dit non, mais je vais pas oser, etc. Mais seulement si vous n'osez pas demander les informations qui sont importantes pour que que votre poste, vous le preniez en main correctement, que vos missions soient réalisées correctement. C'est à l'évaluation, en fait. L'évaluation, on n'a pas besoin de faire un point. On vous observe, on vous teste sur des choses et on se rend compte que vous n'y êtes pas. Donc, n'ayez pas, j'ai envie de dire, en termes de conseils, humblement, n'ayez pas peur. Enfin, c'est peut-être le terme un peu. Ne soyez pas frileux, soyez pas timide sur la démarche de solliciter toutes les personnes ressources qui mettront à votre disposition l'information clé. Si vous voilà, s'il y a un contexte un peu compliqué, etc., trouvez l'information. Il y a une deuxième situation à propos de la charge de travail. Ça, c'est classique. On fait la prise de poste et puis on se retrouve avec une charge, on est noyé, on ne sait pas dire non. On ne sait pas dire non. D'accord? On n'ose pas dire non. Donc, la conséquence, vous vous retrouvez avec une charge de travail que vous n'arrivez jamais à absorber. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ce sont des cas qui s'observent assez régulièrement. Pire, la prise de passe parce qu'on se dit, bon, voilà, ça fait longtemps, j'ai pas eu de boulot, je vais pas commencer à dire, machin. Donc, on reste jusqu'à 21 heures, on reste jusqu'à 22 heures. Donc, non. La vie de la communication, du fait de l'expérience que j'ai eue, vous me direz, c'est à discuter, je le mets sur la table de la discussion. Faire une liste des tâches que vous avez et de l'état d'évolution en laissant accessible à votre responsable. Pourquoi? Je vous explique. Moi, je me retrouve dans une situation où je fais l'erreur de ne pas dire non. Niel, est-ce que tu voudrais bien faire ça, etc. Ok. Niel, est-ce que tu voudrais bien faire ça? Ok. En fait, initialement, je me disais que je pouvais le faire, qu'il y avait le temps, que je pouvais gérer. Mais à la fin de la journée, je m'apercevais que j'avais pas fait. Et le jour d'après, en fait, la charge était plus importante. Et vous savez, au moment où je me suis décidée de signifier à ma manager, qui, au passage, je vous l'avais dit initialement, était toxique. Merci pour la situation parce que ça m'a permis de mettre sur pied ce livret. Au moment où je partage avec elle cette situation, elle me dit, bah, fallait me dire un peu plus tôt. C'était ça sa réaction. Tu aurais dû me dire que tu n'arrives pas en fait et j'aurais organisé différemment. Donc, la prise de poste, on ne se bride pas, on évite de s'enfermer dans des scénarios irrationnels. Vous avez une charge de travail qui est considérable, vous n'arrivez pas à l'absorber. Plutôt que d'aller dire j'arrive pas, parce que ça non plus c'est pas très professionnel de dire à quelqu'un, c'est vraiment un aspect communicationnel ça. Plutôt que de dire bah, j'y arrive pas, il y a trop de boulot, non ça se fait pas. C'est plutôt d'énumérer la liste des tâches que vous avez à faire d'énumérer, enfin plutôt d'indiquer sous le format qui vous sied hein, le mieux, l'évolution des tâches. Par exemple, bon voilà, tu m'as demandé de faire un compte rendu sur la réunion de la semaine dernière. Tu m'as demandé de faire également, de préparer les ateliers de formation pour tel machin. Tu m'as demandé d'organiser quelque chose pour l'alternante, etc. Donc sur tel aspect, j'ai évolué, voilà. J'aurais besoin de 2, 3 jours pour terminer ça. Objectivement, vous mettez ça dans un mail et vous dites à la personne, voilà, est-ce que c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce qu'il y a une priorité? Est-ce qu'il y a un ordre de priorité, par exemple, dans les tâches que tu m'as données? Parce que là, voilà, typiquement, sur la semaine, j'aurais terminé ça, etc. Donc, s'il y a une priorité, peut-être que voilà. Au moins, on ne vient pas en disant à la personne, ça, je peux pas faire, c'est beaucoup trop de boulot. Mais vous mettez la personne devant le fait accompli, donc votre responsable, de la situation.
clairement, vous ne pouvez pas absorber ça. Et le dernier élément que je partageais avec vous aussi, sur lequel j'ai quand même pas mal trimé, c'est on vous confie une tâche au-delà de vos compétences. Alors ça, prise de poste, catastrophe. Vous n'osez pas dire que vous ne savez pas. C'est une erreur. À mon avis, on en discute. Donc, vous avez un responsable d'équipe normalement, le responsable d'équipe s'assure quand même que la tâche qu'il confie à un collaborateur ne le met pas en difficulté. Si vous êtes en difficulté, moi, à mon avis, c'est de demander clairement ce qui est attendu, mentionner votre vision de la situation en montrant votre motivation, évidemment. Vous dites pas non, ça c'est trop compliqué, je peux pas le faire. Et en indiquant vos réserves éventuelles. Généralement, dans les entreprises, ça c'est très classique des grands groupes, il y a des modules de formation pour tous les besoins. Si vous avez un aspect qui a, voilà, à challenger, vous avez un module, on peut vous former là-dessus. Donc, plutôt que de vous enfermer en vous disant, bon, voilà, moi, je peux pas oser dire que je sais pas, vous allez juste perdre du temps, à la fois à votre équipe, et puis, ben, vous-même, et puis surtout vous enfermer dans votre méconnaissance du sujet. Donc, voilà un peu les points d'attention que j'avais à partager avec vous sur les situations, mais je vous dis, hein, il y en a plein. Le manager qui vous ridiculise, le machin, etc. On peut en parler. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper au maximum ces situations pour éviter de se retrouver au moment de votre prise de poste à découvrir et puis raconter dans le passé, ouais, j'aurais peut-être pu faire ça, etc. Donc voilà humblement ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez d'autres questions. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, on va peut-être encore prendre 5 minutes de temps. On a commencé à 18h15, je crois. Donc, on va prendre encore Ouais. 5 minutes. Oui. Si vous avez des questions. Voilà. Oui, coach Anne-Marie. Bon, s'il n'y a pas de questions, je voulais juste demander à Niel, parce que j'ai du mal à la retrouver sur LinkedIn. Donc, je ne sais Oui, pas bien si, sûr. si elle peut envoyer le lien. Oui, bien sûr. Anne-Marie, l'idée, c'est de se connecter sur LinkedIn, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que sur, Oui, sur Avec LinkedIn, elle oui. plaisir. s'appelle pas Niel Ditengu, elle s'appelle Rokaya Ok. DRN, je crois. RND. Ah, Ouais. voilà. Ça, c'est toute une histoire, hein. C'est vraiment l'histoire du profil banque, scientifique, etc. Il fallait trancher, Voilà. etc. Donc, ouais, je vous enverrai avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et franchement, je vous le disais Ok, tout à c'est possible l'heure. d'avoir le lien. Là, voilà. Oui, attends. Euh, Voilà, j'étais en train de... Attends, d'abord. Je vais t'envoyer le lien. Un instant, tu peux continuer, Niel. Je Oui, vais bien partager sûr. le lien dans un instant. Alors, LinkedIn. Hum, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors évidemment, comme je vous le disais d'entrée de jeu, on est vraiment pas là sur des éléments qui sont figés. L'intérêt, en amont, on a fait cette réflexion, on la propose. L'intérêt, c'est aussi d'entendre voilà, vos feedbacks. Qu'est-ce que vous en pensez dans ces cas de figure? Est-ce que vous aurez fait différemment? Dans le cas de figure, par exemple, d'une charge de travail beaucoup trop importante que vous n'arrivez plus à absorber, qu'est-ce que vous aurez fait? Voilà. C'est la question. Donc, Sarah, comment s'organiser lorsqu'on a trop de tâches à faire dans son travail? C'est ce qui était abordé. Je ne sais pas si Sarah arrive maintenant, mais c'est ce que j'abordais tout à l'heure. Vraiment, le stress et les peurs irrationnelles qui peuvent nous habiter quand on est en démarrage sur un poste font que parfois on s'enferme dans des considérations. Vraiment, moi, mon conseil, je l'ai expérimenté, je le traduis là dans le livret. Quand on se retrouve dans une charge de travail beaucoup trop importante qu'on n'arrive plus à absorber, il faut formaliser les choses de façon professionnelle, indiquer, moi c'est mon conseil, hein, vous pouvez faire différemment, c'est d'indiquer les différentes tâches en cours à votre responsable direct dans un mail. Vous indiquez, voilà, ta demande était machin, etc. J'en suis à ça. La deuxième demande, j'en suis à ça, etc. De demander avec une formule tout à fait adaptée, est-ce qu'il y a un ordre de priorisation? Parce que pour la semaine, ou même le délai, je dois vous laisser, etc. Ok, très bien. Merci Noélie. Je lis en même temps les messages. Merci Noélie. Merci d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Donc pour revenir sur la question de Sarah, mon conseil est de ne pas s'enfermer dans les charges parce qu'en fait, ça vous rend inefficace puisque vous n'arrivez pas à faire le travail. C'est beaucoup trop de tâches, vous n'y arrivez pas. Deux, vous augmentez du stress personnel. En fait, là, vous créez un stress inutile. OK? La personne qui vous donne ces tâches-là, c'est exactement ce qu'elle attend, dans quel délai, etc. Soit elle l'a déjà fait, soit c'est nouveau, mais demandez le temps
enfin les délais escomptés pardon pour réaliser la tâche. J'ai besoin par exemple que tu montes un outil de formation pour l'équipe sur tel sujet. Ok, quel est le temps accordé pour la réalisation de la tâche et qu'est-ce qu'on vous demande comme tâche annexe? Donc ça, il faut en parler, mettre dans un mail ou si c'est plutôt l'échange en fonction du feeling avec votre manager, si c'est plutôt un échange direct, vous pouvez tout à fait faire un échange. Mais mon conseil est de ne pas s'enfermer, de ne pas vouloir prouver à tout prix qu'on peut tout faire parce qu'on est sur la prise de poste. Ça vous met dans une situation vraiment délicate, in fine. Possible d'avoir le tableau des outils et des différents exemples, situations, je suis dans un environnement brouillant. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, il suffit juste de le demander, on mettra à contribution, aucun problème. Merci Sarah, merci pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Est-ce que vous avez une autre façon de voir les choses aussi? Si vous avez une charge de travail trop importante, qu'est-ce que vous faites? Le syndrome du on ne dit pas non là. On n'arrive pas à dire non en entreprise. C'est quelque chose hein, dans lequel beaucoup se retrouvent. Et moi, je ne le conseille pas. Mais toujours professionnellement. Et c'est là, en fait, à ce niveau-là, on mettra l'outil d'évaluation sur la communication. C'est là, en fait, que les outils, enfin, une aisance communicationnelle est importante. Parce que c'est tout à fait différent comme résultat. Enfin, vous allez avoir un résultat différent si vous dites à quelqu'un, écoute, c'est beaucoup trop de boulot, moi, je peux pas. Ou si vous dites à la personne, bon, voilà, par rapport au délai attendu, je suis en capacité de réaliser telle tâche dans tel délai, etc. Est-ce qu'on peut prioriser? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, il y a toujours une façon. C'est la communication qui est la clé dans ces situations-là, à mon avis. Est-ce que vous ferez pareil? Est-ce que vous préférez plutôt prendre tout le travail et ne rien dire et vous débrouiller avec, quitte à travailler le week-end? Ou vous pensez que c'est plutôt c'est pas déconnant d'emprunter le chemin que je vous propose? Donc, je pense que c'est une bonne approche. Après, c'est vrai qu'on n'ose pas toujours le faire, surtout quand on démarre dans l'entreprise, on veut pas passer pour l'employé rebelle ou l'employé, je sais pas, l'employé paresseux ou quoi. Donc, Mm. mais c'est vrai qu'il faut. Enfin, j'ai appris ça. Alors, ça c'est quand même un truc de positif que j'ai appris chez mon ancienne boss là, qui était dénigrante. En fait, donc elle, c'était dans un souci de contrôle, mais ça m'a appris à faire ça. Elle voulait chaque début de semaine un tableau récapitulatif de ce sur quoi Ouais. je travaille et où j'en suis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé avec ma nouvelle hiérarchie, même si elle le demande pas, un Mm. tableau synthétique de ce sur quoi je travaille et de Mm. voilà où j'en suis sur chaque. Ça, Mm. c'est sur le coup, ça me. Enfin, j'ai jamais travaillé comme ça, donc ça me frustrait Oui. et surtout que je voyais que c'était vraiment dans un outil de contrôler est-ce que vraiment je travaille ou est-ce que je fais rien ou je sais pas quoi. Bon bref, mais j'ai gardé et ça permet à ton manager. Surtout que là, c'était une situation un peu spéciale où j'avais effectivement deux managers. Donc, je recevais des consignes de travail de l'un et des consignes de travail de l'autre, mais sans que forcément l'un et l'autre se soient parlé avant. Et Ouais. avoir tout dans un tableau, ça lui met, voilà, comme ça, elle avait effectivement ce sur quoi, tout ce sur quoi je travaillais et ça lui permettait de voir aussi la charge de travail avant de me coller de nouvelles tâches. Ouais. Exact. Exact. Moi, je terminerai, je disais tout à l'heure que je terminerai, je termine jamais parce que c'est passionnant, mais en fait, je me souviens, j'étais en année de thèse, donc on était encore des étudiants, enfin des thésards, et on a eu une nana qui est arrivée, RH, pour nous driver un petit peu sur la question, se préparer au monde de l'entreprise aussi. Elle a dit une chose que j'ai toujours gardée à l'esprit du mieux que je le peux, hein, je vous dis vraiment, c'est vous qui appréciez la situation. Elle nous a dit une chose. Elle nous a dit en fait que quand on arrive dans une entreprise, ça se joue, enfin, la considération, le respect ou enfin, tout ce que vous voulez là, qui fait que vous n'avez pas à raser les murs dans une entreprise, tout ça se joue en l'entretien. C'est-à-dire que si vous perdez le bras de fer en entretien, euh, c'est compliqué après en entreprise. Je m'explique, hein, parce que là je parle machin, mais ce que je veux dire, c'est que souvent la peur que l'on a sur la prise de poste, elle est pas mal liée
comment dire, pas à la considération, mais même pas à l'image, mais à la position qu'on a, nous, mentalement. On se dit, je suis en dessous. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas en dessous. On est quelqu'un qui arrive avec ses compétences et on pèse, en fait, par rapport à cela. Le sujet n'est pas non plus de tout casser dans l'entreprise en faisant la bosse, mais il y a cet aspect-là. Et donc, tout à l'heure, par exemple, je crois que je sais pas si c'est Anne-Marie ou Noélie, je ne sais plus qui me disait, mais et en fait, il faut avoir un courage, etc. Mais en vrai, je vais vous le dire, je suis très ancrée dans ce conseil-là. Quand je vais dans une entreprise, quand je suis recrutée, je fais en sorte de ne pas enfin, je dirais pas brader, mais de ne pas me positionner en dessous. Je pense qu'on se comprend là, l'attitude, sur la considération, etc. Je sais que c'est important le poste que j'ai, mais je fais vraiment attention, je mets un point d'attention sur le positionnement que je vais avoir. Et donc ça, pourquoi j'en parle? Parce qu'après, quand on est en train de bosser sur quelque chose, le courage qu'on va avoir ou pas de dire ça je peux pas le faire ou ça machin, etc. Ça vient aussi de ça, de la façon avec laquelle on se perçoit sur le poste. Donc ça c'est important. On n'est pas en position de faiblesse quand on va sur un poste, peu importe que ça fasse 10 ans, 100 ans qu'on cherche, etc. On n'est jamais en position de faiblesse. Donc le sujet c'est de le savoir. C'est pas qu'un mot, c'est de le savoir et de l'avoir ancré dans son esprit, de trouver le point de patinage entre évidemment le respect de la hiérarchie, etc., mais le respect de ce positionnement-là, parce que les autres le voient et les autres le savent. Quand ils ont affaire à quelqu'un sur qui ils peuvent marcher et quelqu'un sur qui ils peuvent pas. Et je vous promets, moi, en tout cas, mon expérience, on peut tout à fait vous détester parce que vous n'êtes pas, voilà, bisounours, etc., mais quand vous bossez, que vous êtes professionnel, que vous vous respectez, on ne vous mettra pas à la porte pour ça. Jamais. Donc c'est quelque chose qui permet aussi, voilà, de se dire, voilà, sur ce truc, je peux pas le faire et je peux verbaliser, je peux communiquer sur le fait de dire que là, je peux plus le faire, etc. et que je reste pas les mieux. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette posture de, même pas de confiance, c'est vraiment d'être là, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop, est-ce que ce serait trop faire? Est-ce que vous n'oserez pas? Non, je pense que tu as tout à fait raison, hein. C'est-à-dire quand on se vend moins, c'est-à-dire il faut considérer que quand on est recruté, personne ne recrute par charité. Personne Mhm. ne recrute par pitié. Donc, si on a le poste, sauf si c'est vos membres de famille, mais si on a le poste quelque part, ça veut dire que on est à la hauteur du poste et qu'on l'a mérité, entre guillemets. On a passé des Totalement. entretiens, on a passé des tests d'aptitude, on a passé parfois 5, 6 entretiens d'embauche avec des différentes personnes, etc., etc. Donc, si on est là, c'est qu'on n'a pas volé cette place. Personne ne nous l'a donné par charité ou par pitié. On a ce poste-là parce que on était le meilleur de tous les candidats qui ont des 300, 500, 1000 candidats qui ont envoyé leur CV. On était le meilleur. On a été ou la meilleure ou celui ou celle qui s'est, qui s'est présenté le mieux en tout cas. Donc voilà, il faut aller dans le poste avec cette confiance en soi là qu'on n'a pas. Personne ne nous a fait un cadeau en nous donnant ce poste-là. On l'a eu parce qu'on le méritait. Totalement. Et on a tendance à l'oublier après dans les interactions. Faut pas l'oublier. Parce qu'en plus, en entreprise, ils ont vraiment tendance ils le savent, hein, je veux dire, les personnes en entreprise, vos managers, etc., ils ont l'habitude, ils ont vu passer tellement de personnes, ils savent. Cette posture-là vous permettra d'orienter votre façon de communiquer et de rester confiante. Personne ne travaille, enfin, après, il y en a qui font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, personne ne recrute quelqu'un qui serait là simplement pour, j'ose pas le terme, mais on s'est compris. Le sujet n'est pas d'arriver en espèce, en attitude un peu d'esclave ou quoi que ce soit, de servilité absolue, quoi. Donc non, vous êtes professionnel, vous avez des compétences, vous valez quelque chose, vous valez pas rien. Donc, faut que ça se ressente aussi dans votre façon de reformuler, de décliner, de décliner. Et quand l'exemple que je prenais sur le fait de qu'on vous sollicite sur une action pour laquelle vous n'avez pas de compétences, de dire, enfin, l'attitude qui va consister à se dire non, ben, je vais pas oser dire que je n'ai pas cette compétence, bah, ça rentre justement dans la perception que vous avez de vous-même. Si vous êtes confiante, vous savez que vous avez été recruté au milieu de 300 personnes. Cette compétence-là, vous ne l'avez pas, mais vous avez 10 000 autres compétences qui ont ben, favorisé votre recrutement. Donc, ce n'est pas du tout inapproprié de dire, voilà,
Moi, je suis totalement emballée, j'ai très envie de travailler là-dessus. En revanche, j'aimerais bien quand même savoir sur ça. Est-ce que, il y a quelque chose qui me permettrait? Et généralement, c'est disponible. Généralement, c'est disponible. Ou alors, vous essayez de voir en dehors du travail si quelqu'un peut vous challenger, mais ne vous enfermez pas en vous disant je vais pas oser dire que je ne sais pas faire ça ou que j'ai besoin d'accéder à telle information parce que je suis censée. Non, c'est pas. Ça crée beaucoup de stress et ça vous fait perdre pied, ça vous fait perdre confiance en vous et on arrive sur le côté des valorisations parce qu'il suffit juste, généralement la perte de confiance elle est accentuée par ça en plus hein. Et puis là promis je m'arrête, l'absence de confiance ou la perte de confiance en soi est accentuée par ce genre de situation. C'est-à-dire que vous avez plein de compétences, vous les oubliez et la seule fois où vous avez une compétence qui est remise en question, vous restez dessus et on met le doigt, il suffit juste que quelqu'un de mal intentionné mette le doigt dessus pour que ça, c'est une résonance tellement forte que vous perdez pied, en fait, finalement. Et vous vous retrouvez, en fait, à ne plus savoir qui vous êtes, alors que, ben, derrière, vous avez quand même un background qui n'est pas rien. Donc, la prise de poste, oui, nécessite des aspects communicationnels, de posture et de stabilité, en tout cas d'intelligence émotionnelle là-dessus. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. C'est mon mot de la fin. Voilà. Allez, vas-y, coach Anne-Marie, on va terminer là-dessus. Si, si je peux dire quelque chose, j'ai l'impression que la connexion n'est pas bonne. Là, Oui, c'est bon. vas-y, on t'écoute, Marie. Ok. Bon, en fait, moi, ce que je veux ajouter de tout ce qu'on a dit, je vois également que derrière, il faut vraiment également qu'on tienne en compte que le travail qu'on cherche, c'est parce que aussi on doit s'épanouir à l'intérieur. C'est ce que moi je comprends. C'est pour cela que il y a cet équilibre là qui est mis en avant par Niel, de dire que ok, si tel aspect ça nous arrange pas, on doit se remettre en question et prendre et avoir le courage de prendre les décisions qu'il faut prendre. Parce que en fait, je me rends aussi que la fausse mentalité qui peut souvent circuler, c'est que en fait, il faut trouver du travail. Il faut trouver du travail, même si personnellement, on n'est pas aligné en fait avec cet emploi-là. Même s'il y a des choses qui nous dérangent et puis après on se dit on va serrer les dents, on va supporter parce que à la fin on a un salaire. Mais après, moi ce que je comprends, c'est que c'est plus que ça. C'est déjà même trouver ce dans quoi en fait, ce pourquoi on est à l'aise en fait, on est épanoui de faire ce de faire ce boulot. Et je pense que le fait qu'il y ait cet intérêt-là, c'est ça qui va nous pousser justement à travailler des points faibles pour être à l'aise dans le poste, pour donner le meilleur de soi. C'est pas peur de ne pas être à la hauteur, mais c'est parce qu'on aime en fait le poste. C'est parce que la mission qu'on nous a confiée, elle nous parle, elle nous intéresse et on veut vraiment la réussir. Non, moi, vraiment, je valide ce point de vue de dire que, OK, s'il y a des choses qui nous dérangent, qu'on ait le courage de les affronter, de ne pas se dire, OK, on va faire avec, on va vivre avec la boule au ventre. Mais vraiment, ça, c'est pas, je pense que ça, c'est pas correct. Si c'est que on a cette posture-là. En plus, ça ne sert à rien. Moi, je veux dire, même vous, aujourd'hui, si vous créez une entreprise, que vous avez une salariée qui est très professionnelle, qui bosse super bien et qui se respecte, et en fait, qui arrive avec une posture comme ça vous sentez quelqu'un qui a confiance en elle, vous n'allez pas la virer. Vous n'allez pas la virer. Si vous avez au contraire quelqu'un qui est plutôt, enfin, je sais pas, servile, ce que vous voulez, mais qui bosse pas du tout, si vous êtes une âme charitable, je sais pas, vous la gardez, ça dépend si vous perdez pas trop d'argent. Je crois pas que la confiance en soi soit quelque chose qui vous coûte votre poste. Au contraire, si vous êtes confiante en vous, on a confiance en vous et vous bossez correctement et je crois, hein. En fait, elle est même capitale, la confiance, parce que les challenges dans le monde professionnel, si on n'a pas cette confiance, à un moment, on va commencer à se remettre en question. Elle est capitale même. Même pour les promotions, hein. Parce que dans les promotions, on ne considère pas seulement le côté travailleur, le côté bosseur, mais on va regarder la posture, le leadership et tout. Et c'est vraiment ces petits détails-là qui font la Mm, différence. totalement. Bon. On te rend le micro, Rosemary. Alors voilà, merci beaucoup à tous et toutes
pour votre participation et puis pour votre attention pendant cet atelier. Donc, c'était un atelier sur comment réussir ses 90 premiers jours en entreprise, donc comment réussir sa période d'essai. Merci beaucoup à Niel qui a qui a coécrit un livret sur le sujet, sur comment réussir sa prise de poste, qui nous a là partagé des clés, des insights, des choses qu'on peut mettre en application même dès lundi pour certains, voilà, au boulot. Et merci parce que c'était vraiment très concret, c'était basé sur des expériences de vie, du vécu de sa carrière professionnelle et du coup, c'était pas que du théorique et c'était très bien comme ça. Donc, vous aurez le replay comme à l'accoutumée. Le replay, je vais vous partager le lien de comment dire de où trouver Niel sur LinkedIn, notamment si vous voulez vous connecter à elle et puis à ses activités. Si tu peux dire deux mots de tu as un cabinet aussi de coaching ou d'accompagnement, si tu peux en parler rapidement. Alors oui, donc Niel, toujours à plusieurs cordes à son arc. Le cabinet de médiation et communication, donc c'est vraiment axé sur l'accompagnement en communication. Aujourd'hui, comme tu as peut-être dû le voir, Rosemary, vous allez le découvrir, vu qu'elle est venir sur mon LinkedIn et je viendrai sur les vôtres aussi. Elle est élargie maintenant sur l'inclusion numérique, etc. Mais médiation et communication est toujours là. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'être accompagné ou même de réfléchir, hein, pas forcément un accompagnement, vous avez besoin de réfléchir sur des solutions de communication. Là, on parle de communication apaisée, on parle d'échanges interactionnels en entreprise, etc. Je suis disponible pour un conseil. Donc voilà, ce cabinet est là et je prolonge mes activités avec l'inclusion numérique, le développement, etc. Donc je vous laisserai découvrir parce que je suis sur tellement de challenges en ce moment. En tout cas, la communication est toujours là. Je vous partagerai, je verrai comment récupérer. Je peine à récupérer un compte TikTok sur lequel je partageais en fait, je vous le disais tout à l'heure, hein, des petites capsules sur la communication apaisée, parce que je pars du postulat que la communication est une clé hein, dans pas mal de situations et que quand déjà c'est un outil extraordinaire, c'est une arme aussi, et si on l'a vraiment à son compte et qu'on sait s'en servir, on peut vraiment sortir des situations et transformer certaines choses. Donc là aussi, je peux mettre à disposition certains éléments sur la communication. Voilà ce que je peux dire. Ok. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Et donc, juste un dernier mot pour les personnes qui sont nouvelles ou qui ne connaissent pas, donc ou qui suivront le replay d'ailleurs. Donc, cet atelier-là avec Niel a été organisé dans le cadre d'une formation qui s'appelle le Bootcamp Métier de Destinée et qui est faite pour donner des outils aux travailleurs, voilà, chercheurs d'emploi, personnes en emploi, enfin, tout ce qui tourne autour de la carrière professionnelle. Et on organise comme ça environ 2 fois par mois des ateliers sur des questions pratico-pratiques. Donc, cette semaine, on a eu un autre atelier sur comment négocier son salaire. Et là, voici cet atelier avec Niel sur comment réussir sa période d'essai. Donc, restez aussi à l'écoute des prochains événements et on apprend toujours énormément de choses. Voilà. Bonne soirée à tous, bon début de semaine à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.